Salut à tous, c'est l'idée et on est là pour répondre à cette question: pourquoi Zack Snyder est un génie? Et pour ce faire, on va plonger de la surface vers les profondeurs, du visible et du conscient jusqu'à l'invisible et l'inconscient. On va faire ce que Warner n'a pas fait, prendre son temps. D'ailleurs, si vous voulez connaître le contexte de la trilogie Justice League, je vous invite dès maintenant à regarder la vidéo prologue pour bien resituer le contexte et les contraintes. Cette première partie aura pour thème l'image, donc faites chauffer vos rétines, on va commencer. Jamais le souci du détail n'avait été aussi grand que dans la trilogie Justice League. Si les décors et les costumes resituent assez bien les personnages et l'univers des comics, le travail sur les textures, les couleurs et les densités en disent infiniment plus. Ne peut-on pas être qu'admiratif face au travail accompli sur la civilisation kryptonienne, qui nous semble à la fois si familière et crédible, tout en paraissant si étrange et lointaine? Que penser de ce monde semblant être englué dans une marée noire, de ses armures calcifiées et oxydées, si ce n'est un monde fossilisé et décadent voué à sa perte? Un monde où la frontière entre organique et mécanique a été transcendée jusqu'à la mécanisation de la vie elle-même. Tout, dans la technologie kryptonienne, est plus proche du monde archaïque et humide des mollusques et des crustacés que celui des humains. Les armures sont des coquilles, leurs machines des pieuvres et des crabes, et leurs hologrammes de l'encre de sèche. Hologramme d'ailleurs sacrément cool à l'écran, et moyen très malin de créer des flashbacks de façon diégétique. Et cet intérieur de la capsule kryptonienne est tapissé directement du motif de ce même corail bien terrestre. C'est un monde sans ligne droite, où les esprits malins y trouveront toujours des formes qui leur sont très familières. Peut-être trop familières? C'est peut-être l'inconscient biologique qui refait surface dans les conceptions kryptoniennes, inconscient réprimé par des années d'eugénisme et de mécanisation de la vie. Face à un monde froid et gribouillé, les quelques tissus portés par Lara au moment de la naissance de son fils nous ramènent en des temps immémoriaux, ceux de l'humanité primitive et archaïque. On ne peut évidemment pas oublier la texture de la combinaison de Superman, et par extension les tenues moulantes kryptoniennes qui évoquent les textures des cottes de mailles de chevaliers, les véritables hommes de fer. Doublé de la cape, l'aspect chevaleresque de Superman ne laisse plus de doute possible. Et on peut s'amuser ainsi avec les autres personnages. On peut comparer les formes de technologie kryptonienne à celles de l'humain le plus avancé technologiquement sur Terre, à savoir Bruce Wayne. Et il est clair que chez nous c'est la ligne droite qui domine, comme si elle symbolisait notre naïveté face aux civilisations supérieures. Quant au costume de Batman, il s'agit clairement d'une deuxième peau, mais encore plus fort, de plusieurs peaux greffées sur un Bruce scarifié. On y reviendra dans la partie 2 sur l'histoire et les personnages, mais il est intéressant de noter dès maintenant ce lien entre l'esprit vieilli et torturé de Bruce et l'impression qu'il nous laisse rien que par le choix de son costume. Les tenues Atlantes évoquent clairement des écailles, les technologies d'Apocalypse, la roche magmatique et celle de Steppenwolf, qui est une arme vivante portant plus de 1000 couteaux en armure. La différence est flagrante avec Desaad qui porte des habits aux textures plus nobles, mais toujours avec cette superbe densité dans les formes. Le grand méchant Darkseid m'évoque par la texture rocailleuse de sa peau ce que seraient devenus les dinosaures s'ils avaient évolué en bipèdes intelligents, ce qui le rend particulièrement terrifiant. Son armure par couche est celle d'un légionnaire romain comme forgé dans de la roche magmatique, les Romains étant les conquérants par excellence. Les particules sont très importantes, notamment dans les moments importants de nos héros. Les étincelles qui entourent la scène mythique du meurtre de Thomas et Martha Wayne face au jeune Bruce, ou les flocons de neige qu'on retrouve autant ici que dans l'accident mortel de la mère de Victor Stone. Superman, être solaire par excellence, baigne souvent dans la lumière et nous éblouit par de nombreux lens flares. Quant à Aquaman et Flash, les gouttelettes d'eau et les éclairs sont évidemment de mise. Notons aussi la persistance de film en film de motifs liés aux colonnes, de Man of Steel à Justice League en passant par le combat dans l'immeuble désaffecté de Dawn of Justice. Au cinéma comme dans le jeu vidéo, faire passer ces personnages d'un environnement à un autre coûte cher. Dans l'un, un cut est utile et dans l'autre, un long, voire très long, temps de chargement est nécessaire. Et dans la trilogie de Justice League, on retrouve cette agréable sensation d'un volume continu et interconnecté. Que l'on soit sur le vaisseau kryptonien avec Jor-El et Clark, dans l'appartement de Lois, dans la Batcave, dans le tribunal ou dans le laboratoire de la Star Labs.
Et c'est peut-être con à dire comme ça, mais dans ces films, il y a cette récurrence tellement simple, mais tellement bonne, qui est que les personnages ouvrent des portes, les franchissent, marchent, montent et descendent des escaliers. Et juste ça, c'est top! Non seulement cela vient caresser la zone de notre cerveau qui nous permet de spatialiser l'environnement, mais cela rend crédible ce monde dans lequel nos personnages évoluent. Et l'autre récurrence, encore plus maligne financièrement mais très bien exploitée au niveau du scénario de la trilogie, c'est la persistance des environnements d'un film à un autre. Osons la comparaison avec le jeu vidéo, la trilogie Justice League est donnée au spectateur comme un open world. Oui, à la GTA. Oui, il lui est permis de s'imaginer se balader d'un environnement à un autre de façon totalement fluide. Tout l'univers étendu autour des hommes, celui des Atlantes, des Amazones, voire même celui d'Apocalypse, est interconnecté au sein d'un même monde, y compris le monde du Nightmare, nous permettant de nous y familiariser, donc de nous y attacher. Et c'est là une des différences fondamentales avec le MCU, où chaque monde est isolé l'un de l'autre et où New York serait le hub central des Avengers, qui permet de se charger d'un monde à un autre. La frontière entre intérieur et extérieur est ténue dans la trilogie. C'est une autre des récurrences, celle de filmer un personnage regardant à travers une fenêtre, qu'elle soit physique ou interdimensionnelle, ou la réciproque, celle de la caméra en extérieur, filmant un personnage en intérieur. Les plans d'ensemble, où les personnages sont minimes face à leur environnement, sont légion et accroissent ce sentiment de grandeur, de chemin à parcourir. Rien que ces plans de Bruce à cheval en solitaire sur les montagnes islandaises en valent le coup d'œil. Comment insuffler du grandiose si ce n'est avec un certain sens de la perspective? Encore plus particulièrement dans les films de super-héros où par essence le héros doit se dépasser et où le chemin est encore long avant d'advenir de tous ses adversaires, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. La perspective est tout simplement héroïque, et la trilogie Justice League est tout en perspective. Les lignes de fuite ne sont pas là seulement pour diriger notre regard, mais elles créent surtout une profondeur qui nous aspire en tant que spectateurs. Les plans zénithaux sont légion aussi, comme pour souligner ce regard divin.